Elle assume sa vulgarité sans faux fuyant. Pour elle, tout cela répond donc d'une stratégie marketing savamment orchestrée. C'est une esthéticienne qui a pignon sur rue. Ses directs sont suivis par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Elle a près de 500 000 abonnés. Ce n'est pas seulement la femme vulgaire, parce qu'il faut reconnaître, il faut me décorer. Oui, je mérite une médaille d'une femme qui a inculqué aux femmes, au lolobos, l'art du travail. Notre invitée du jour est une personne qui ne laisse personne indifférent. Mais tout de même, elle a un récit de vie. Et c'est en cela que consistera l'interview de ce jour. Ce sera l'occasion pour nous de pouvoir échanger avec elle sur pas mal de sujets. Elle a accepté de se rendre illico sur Paris pour cette interview et on voudrait vraiment lui en être reconnaissant, d'autant plus qu'elle vient de passer pratiquement 2 à 3 semaines sur Abidjan. Bonjour Lolo Beauté. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu? Je vais très bien. Tu étais à Abidjan récemment, c'était pourquoi déjà? Oui, j'étais à Abidjan pour des affaires et puis voir aussi la famille. C'était pour ça. Tu as donné le ton, ce sera pour tes affaires. Forcément, on va parler de tes affaires. Mais bien avant, lorsque je dis le 8 mars, qu'est-ce que ça te rappelle cette date? La journée des femmes. Ouais. Oui. La journée de la défense des droits des femmes. Des femmes, oui. Justement. Et est-ce que toi, c'est vrai que tout à l'heure, je l'ai dit en introduction, je parlais de la vulgarité que tu assumes, qu'on te reproche dans tes propos, dans tes directs sur Facebook. Exactement. Et tu t'es maintes fois exprimé sur ce sujet, disant que ça répond à une stratégie marketing. Mais au-delà de ça, est-ce que tu penses que tout de même, par rapport, si on parle de droits des femmes, est-ce que tu penses être l'émanation des valeurs que doit prôner une femme? Pourquoi pas? Parce que d'abord, allons-y sur la base de la vulgarité de Lolo Beauté. Alors, ce que les gens disent tantôt de la vulgarité de Lolo Beauté, c'est parce que je dis haut ce que les gens pensent bas. Alors, dans un premier temps, j'ai usé d'une stratégie marketing parce qu'aujourd'hui, tout le monde sur Internet veut se donner un genre d'une bonne éducation. Moi, je suis ceci, je suis cela. Et je dis non, il faut être soi. Et moi, dans mes vidéos, je suis moi-même, je suis naturelle. Je dis ce que je pense qui me passe à la tête, mais je le dis. Mais il y a des personnes qui aiment ça, il y a des personnes aussi qui n'aiment pas, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. On n'a qu'une seule vie, il faut la vivre selon soi et non selon les autres. Justement, quand il faut être soi, Oui. c'est-à-dire que depuis toute petite, tu as toujours été en griffe dans les choses de personnes gâtées, en griffe? Non, depuis petite, au contraire, je suis quelqu'un de timide à la base. Je ne parle pas trop, je suis réservée dans mon coin, et mais beaucoup nerveuse au fait. Donc, je me suis dit, ah, tiens, je vais venir sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de regarder un peu qu'est-ce qui se passe un peu sur les réseaux sociaux parce que au début, quand je venais, il n'y avait pas assez de blogueurs, d'influenceurs sur la toile. J'ai essayé de regarder un peu le style de quelques vidéomans, de blogueurs sur la toile. Je me suis dit un peu, ils sont un peu carrés. Bon, moi, je viens avec mon style un peu particulier. Je me crée un personnage et puis voilà, le style vidéoman, au fait, c'est, on va dire, comme un cinéma. Tu te donnes un rôle, tu le joues à fond et puis bon, voilà, ça passe ou ça casse, hein. C'est vrai que tu allais très vite un peu Oui. dans ton récit. Là, tu parles de ton rebranding, on va dire, sur les réseaux sociaux. Oui. Mais à la base, tu es quelqu'un de très timide. Oui, quelqu'un de réservé, oui, de très timide. Tu dis que la vulgarité, plus ou moins, est l'expression d'être de toi-même. C'est à quel moment de ta vie, toi, tu intègres ça dans ton... Au fait, quand les gens disent vulgarité, qu'est-ce qu'on appelle être vulgaire? C'est déjà ça d'abord. Parce qu'aujourd'hui, le typique des Africains, une fois qu'on te colle une image, ça reste à vie. Quand on parle de vulgarité, on parle de quoi, au fait? Lolo n'est pas que vulgaire. Quand on parle de vulgarité, vous allez me dire, parce que Lolo Beauté parle de sexe. Bon, pour ça, c'est une vulgarité. Alors, c'est que tout le monde est vulgaire, alors. Ça, c'est déjà un. Donc, de deux... Moi, pour moi, je ne dirais pas que je suis vulgaire, mais je suis quelqu'un de vrai. Au fait, je dis ce que les gens n'osent pas dire.
On va pas En fait, en faire c'est tout ça. un débat justement, mais on va revenir à la journée consacrée aux femmes. Oui. Est-ce que tu connais Constance Yahi? Non. Tu la connais pas? Non. Justement, c'est une dame qui s'est battue dans les années 2000 pour les droits des femmes en Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, si toi, d'abord, elle a été ministre, c'était dans les années 90 qu'elle a commencé déjà à travailler une ONG, et en 2000, elle a été ministre. Et si toi, tu étais par exemple ministre de la promotion de la femme en Côte d'Ivoire, à la faveur de la journée des femmes, quels sont les droits pour lesquels tu te battrais par exemple? Je dirais d'abord, parce qu'avant de parler de droit, il faut d'abord... il faut être... d'abord, on parle de droit, je parle de... une femme indépendante. J'irai sur cette base. Parce que si je devais parler aux femmes ce 8 mars, je leur dirais tout simplement qu'avant de parler de droit, il faut être d'abord une femme indépendante. Parce que c'est bien vrai, on réclame beaucoup de droits. Oui, la femme a droit à ça, on doit... Mais écoute, toi-même, tu te donnes quelle valeur d'abord? Parce que la valeur qu'on réclame aux autres, il faut quand même toi-même essayer d'imposer cette valeur-là. Et pour moi, la valeur d'une femme, c'est celle qui est indépendante. Donc pour toi, presque sur tous les plans. Justement, pour toi, tout réside dans l'indépendance de la femme. Exactement. Et quels sont justement les petits filons que tu pourrais donner aux femmes là pour qu'elles soient indépendantes sur tous les plans? Aujourd'hui, excusez-moi, je vais aller terre à terre parce que voilà, moi je ne suis pas trop pragmatique sur les mots. Voilà, je ne suis pas allée loin à l'école, mais je vais dire ce que je pense. Voilà, dans mes propres thèmes. Parce qu'aujourd'hui, les femmes aiment, oui, on parle de droits, la femme a beaucoup de droits, mais tu fous rien. Tu ne fous rien. Et je le dis et je reste constante. Une femme qui ne fait rien, qui ne veut pas se prendre en charge, alors ne nous parle pas de droit. Tu n'as aucun droit. Ton premier devoir, ton droit que tu dois avoir, c'est d'être indépendante, mais d'abord même financièrement. Donc c'est de dire aux femmes, au moins de faire quelque chose de leurs 10 doigts, qui va leur rapporter de l'argent, mais de manière honnête. Justement, je n'excuse pas les femmes qui n'entreprennent pas, mais est-ce que tu penses que c'est aussi facile dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où la paupérisation est de plus en plus avancée? C'est très facile. Qui veut, qui peut. Moi, par contre, en parlant de moi, j'ai commencé mon activité avec moins de 50 000 francs. Aujourd'hui, dans la tête des femmes, être indépendante, c'est qu'un homme, tu me files au moins 1 million. Mais avant d'arriver à 1 million, il y a 5 francs, il y a 10 francs, il y a le minimum. On commence en bas de l'échelle avant d'être quelqu'un. Mais aujourd'hui, dans la mentalité des Africains, automatiquement, quand on parle de business, on parle de millions. Mais moi, je dis non. On peut aller de quelque chose d'insignifiant et puis devenir quelqu'un. Tu as commencé où avec tes 50 000? Et en investissant dans quoi? Dans le cosmétique. Parce que moi, à la base, j'ai un CAP en cosmétologie que j'ai fait en Afrique. Et là, je suis en train de reprendre encore les cours ici, en Europe. Voilà. J'ai fini ma formation d'esthétique. Je me suis dit, bien, qu'est-ce qui essaye de taper l'œil? Où tu as fait ta formation, justement? Je l'ai fait au Congo. Après, je suis allée, j'avais 20 ans, 20 ans, 21 ans. C'était au moment où tu étais mariée à 19 ans là? Oui, je me suis mariée à... Bon, le mariage légal, c'était à 23 ans. Donc, je suis rentrée dans le foyer à 17 ans. Justement, quand tu es rentrée dans le foyer à 17 ans, et donc 3 ans après, à 19 ans, tu vas au Congo pour faire une formation d'esthéticienne. Oui, à 20 ans. Et ton mari n'a pas trouvé de... Bon, au fait, il s'est opposé d'abord parce que c'est quelqu'un à la base qui voulait une femme au foyer. Tu es là, tu me fais des enfants parce qu'il faut dire, il y a 17 ans, il y avait 17 ans d'écart entre lui et moi. Voilà, donc c'est quelqu'un d'abord de mature. Et moi... il avait 34 ans quand toi tu avais 17 ans. Oui, il y a 17 ans d'écart entre nous, 17 ans. Oui, donc pour la formation, il n'était pas j'ai usé un peu de rébellion pour aller faire ma formation et revenir. Quand je suis revenue en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de moyens, puisqu'il s'opposait à tout ce que je faisais. Lolo, c'est intéressant de savoir ça. Oui. Comment ça se passe dans ta tête du jour au lendemain, tu te lèves, tu vas au Congo? D'abord, j'avais des contacts. J'avais une copine, une amie d'enfance qui était au Congo, qui était couturière à la base.
voilà, qui m'a dit, écoute, au Congo, ici, l'esthétique, ça prend aussi beaucoup parce que les femmes au Congo aiment se rendre belles, aiment tout ce qui est chic, tout ce qui est glamour. J'ai dit, mais pourquoi pas? Donc, d'une pierre fait deux coups, aller voir ma copine et puis aussi, pourquoi pas, changer un peu d'air et puis suivre une formation. Du coup, tu restes combien de temps au Congo? Une année, presque une année, on va dire 11 mois, quelques jours, oui, pour la formation. Ben, tu n'as pas eu que des choses qui ont pu te retenir là-bas? Peut-être tu te dis, j'ai fait ma formation, pourquoi ne pas m'installer au Congo? Pourquoi est-ce qu'après tu reviens au pays? Je reviens parce que j'avais déjà en ce temps ma première fille. Donc je devais revenir, puis j'étais dans un foyer. Hein. Donc je suis allée pour quelque chose de précis. Je finis, je rentre. C'est vrai que là, ça change un peu le cours de notre entretien et c'est ça qui est intéressant. Lorsqu'on est dans un foyer où on se sent plus ou moins malmené, on quitte ce foyer plus ou moins, je le redis encore, pendant un an, même si on va voir une amie, on fait une formation, pourquoi est-ce que tu t'es pas trouvé un homme là-bas? Tu te dis, ok, là, je suis libéré, j'ai fait un an hors de ce monsieur qui me malmenait, mais tu reviens encore au point, tu fais 2 enfants. Alors, du coup, quand on parle de malmener, on se dit, quand on rentre dans un foyer, on se dit, au fil des années, il y a des choses qui vont s'arranger. Parce que d'abord, j'étais élève, je me dis, en allant faire la formation, quand je vais revenir, que je vais commencer à travailler, il y a des choses qui vont essayer de s'améliorer dans le foyer. On ne quitte pas un foyer à coup de tête. On essaie d'abord d'arranger les choses, essayer d'ajuster ce qui ne va pas, ce qui crée des mésententes dans le foyer. Et puis, au bout d'un temps, quand on sent qu'après mettre effort, rien ne bouge, alors là, en ce moment, on prend ses clics et ses claques. De nature, je suis beaucoup, comment on va dire ça, féconde. Voilà, beaucoup féconde. Et je ne suis pas du genre de mère à faire des avortements. Alors là, non. Donc je me dis, tu es dans un foyer, le monsieur, il y a des rapports sexuels. Quand ça arrive, assume. Donc j'ai assumé toutes mes grossesses, les 3 grossesses que j'ai eues dans le foyer. Et puis voilà, je ne regrette pas aujourd'hui ces enfants-là. Pourquoi est-ce que tu es rentrée dans ce foyer? On va le dire, d'abord, c'était pas par amour, je le dis toujours. Voilà, si les gens peuvent trouver ça comme un peu trop direct, je préfère être direct et puis sincère. Je ne suis pas rentrée dans le foyer par amour, je suis rentrée parce que j'avais faim. Parce que là, on était avec une marâtre pas trop gentille, un peu trop méchante, je vais dire à mon goût. Et à l'âge de 17 ans, je n'avais pas connu d'homme, c'était mon premier homme et tout ça. Donc, c'était un peu trop de frustration, de maltraitance. Et puis, on ne peut pas aller au cours avec le ventre creux. Je me suis dit, c'était une chance parce qu'il y a d'autres filles qui avaient au moins 3 ou 4 gars. Au moins un professeur qui vient, qui dit, oh, Jean, je veux de toi, voilà, je vais te mettre dans mon foyer. C'est une belle occasion. Donc, je me suis saisie de cette occasion et puis je suis rentrée dans le foyer. Au moins, ça m'aurait évité la prostitution. Donc, quand tu pars au Congo, que tu reviens un an après, c'est parce que tu as tué au faim? Non, là je suis dans mon foyer, je dois maintenir mon foyer. Donc après la fin, tu tombes amoureuse? Il y a des sentiments qui naissent. On ne peut pas vivre avec une personne. Il y a des personnes qui tombent amoureuses et rentrent dans le foyer. Et il y a des personnes qui elles apprennent à aimer. Parce que tout n'est pas mauvais en une personne. Il y a des côtés mais qui sont quand même bons. On ne peut pas être mauvaise, mais à 100%, il y a des côtés bons de ce monsieur. Donc, je me dis, je vais au Congo faire une formation, je reviens. Et puis, si j'ai un bon boulot, pourquoi pas, il y a des choses qui vont essayer de s'améliorer. Ce n'est pas comme si j'étais dans le foyer avec une maltraitance extrême. Non, non, pas ça. Mais, au fait, il ne me laissait pas être indépendante. Au fait, c'était ça le souci. Et vu que j'étais jeune, les premières années, je ne comprenais pas. Mais après, quand tu fais un enfant, tu deviens mature. Tu commences à te poser la question. Mais tu vois ta voisine se lever le matin, aller au travail. Tu te dis, bah, attends, c'est cette vie que je mérite. Donc, tu fais tout pour aspirer à cette vie-là. Ça nous ramène justement à l'indépendance dont tu parlais tout à l'heure. Si toi, Lolo Botin, quand tu es ministre de la promotion de la femme, tu vas demander aux femmes d'être indépendantes financièrement.
c'est ton leitmotiv. Il n'y a, y a rien de tel, il y a rien de tel lorsque tu te lèves un matin et que tu as envie de t'acheter un petit truc et puis tu te dis, ah, j'ai ma carte bleue qui est là, je me fais plaisir, mais il n'y a rien de tel. Mais tu es libre, tu es zen. Tu te sens déjà bien dans la tête. Il y a des maladies même que tu t'évites. Et donc toi, pour sortir en tout cas, on va dire, de cette petite pression parce que tu avais faim d'un foyer, c'est à quel âge tu te lances dans ton business avec tes 50 000 francs CFA? À la même année, on va dire, tu sais, j'ai des problèmes avec les années parce que j'ai tellement de chiffres dans la tête. Donc, excusez-moi un peu les années. Dès que je reviens du Congo, là maintenant je vois monsieur pour lui dire la formation est finie, j'ai le diplôme, est-ce que, parce que lui il était professeur, est-ce que tu peux pas m'aider à pouvoir essayer de faire mon institut de beauté? Il me dit ah non, j'ai pris des prêts pour ma maison. Au fait il trouvait tout le temps des excuses pour ne pas me venir en aide. En ce moment... tu avais l'impression qu'il te tenait par les finances. Voilà, au fait c'est quelqu'un qui veut rentrer du travail, tu m'as pas fait un bon foutu au tarot là, un bon agneau là, un bon foutu, je vais manger. Au fait, c'est quelqu'un qui... Je vais voir ma femme en pagne, assise là, un morceau de pagne avec un petit haut là. Au fait, c'est ça. Voilà, typique du village et tout ça. Ben, arrivé un moment, mais ça ne peut pas aller. On fait une petite parenthèse. Je sais que ta vie de couple, cette vie de couple-là, tu as dû en parler dans pas mal de tes directs. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais dit lors de tes directs par rapport à cette vie de couple que tu peux nous donner là en exclusivité à ceux qui vont suivre cette vidéo? Je pense que j'ai presque tout dit. Mais qu'est-ce que tu n'as pas pu dire? C'est pas tout on dit dans ton vie quand même. Ben si, parce que je me dis, d'abord, pourquoi j'ai quitté le foyer? Ça, tu n'en as jamais parlé parce que là, je veux quelque chose d'exclusif, si c'est possible. Si j'en ai parlé, je suis tellement vrai que... Mais forcément, même si on est très vrai, il y a une petite partie qu'on garde pour soi et qu'on aimerait quand même partager à des occasions assez exceptionnelles. Bon, je ne vais pas aussi venir exposer aussi le père de mes enfants à 100%. On ne te demande pas de l'exposer. Mais peut-être qu'un jour, dans la vie de couple, il y a eu quelque chose qui a dû te marquer que tu n'as jamais même partagé. Oui, il y a eu quelques épisodes parce que, arrivé à un certain moment donné de ma vie de couple, il est arrivé à un moment donné où, lorsque le monsieur me réclamait le sexe, je sentais comme si on m'obligeait à avoir des rapports sexuels. Au fait, il n'y avait plus d'amour. Donc, juste après les rapports sexuels, je courais aller dans la douche, me laver et tout ça. C'est comme si j'avais fait quelque chose de sale et tout ça. Donc, je ne me sentais pas, mais mentalement, bien. Au fait. C'est difficile à vivre, ça? Oui, c'est difficile à vivre, surtout que, on va dire pendant un an, près de 2 ans, hein, près de 2 ans. Arrivé à un moment donné, et ça c'est l'exclusivité aussi, monsieur dormait en haut. Au début d'abord, tu vois, tu dors, ta tête en haut, la femme sa tête en bas. Ah oui, oui, oui. Dans la même chambre? Dans la même chambre, sur le même lit. Voilà, 2 positions, mais carrément opposées. Arrivé à un moment donné, je dis non, là je vais maintenant en bas. Je dors en bas, toi tu dors en haut. Parce que là, il ne voulait pas, non, on n'a pas fait chambre séparée et tout ça. Donc, j'ai dit, bon, carrément, je subis, moi, je dors en bas, tu dors en haut. Donc, on sentait qu'il y avait une dégradation, mais sentimentale dans le foyer. Vos enfants ont dit... Oui, bon, j'ai évité parce que je suis une mère poule. Très mère poule, protectrice même. Donc, j'évitais de faire des histoires devant les enfants. Mais ils en ont souffert tout de même. Oh oui, surtout ma première fille qui me disait, mais maman, on part quand? Parce que là, il y a des... Oui, oui, parce que... Mais elle voulait que tu quittes le foyer? Oui, oui, elle voulait qu'on parte. Oui, oui, elle voulait qu'on parte parce que, arrivé un moment, je me rébellais quand j'ai commencé mon activité. Je voyageais beaucoup pour aller dans les villes, essayer de vendre mes marchandises. Et là, il se plaignait. Mais je me dis, quelqu'un qui touche 300 000 francs peut quand même acheter, comment on appelle ça, les petites voiturettes de 2000. Donc, je m'étonne, pendant mes jours de voyage, qu'il m'appelle pour me dire... Mais ton fils a besoin de tels jouets qui coûtent moins de 5 000 francs. Pour ton propre enfant, mais je me dis que il y a des amours aussi paternels qui sont vraiment bizarres. Donc, quand mes enfants ont besoin de quelque chose, allez-y ou à votre mère, allez-y ou à votre mère. Et ma première fille, elle me se disait, mais tu n'es pas heureuse. Maman, ça commence à aller. Bon, allons-y ailleurs, allons-y un peu quelque part d'autre, tout ça. Donc, j'attendais. Lorsque j'ai eu l'occasion, je suis partie avec mes enfants. Je lui ai posé la question parce que je me dis, il y a certaines femmes,
pendant le divorce, les enfants subissent beaucoup. Voilà, donc il faut poser la question à l'homme qui garde les enfants. Ce n'est pas devant le juge, on va aller essayer de se chamailler. Je lui ai posé la question, les enfants ont fait comment? Parce que je connaissais déjà la réponse. C'est quelqu'un qui était incapable de s'occuper de ses enfants. Donc il m'a dit, écoute, tu pars avec tes enfants. Et du coup, quand je venais dans le foyer, il avait déjà un premier fils qui avait déjà 18 ans. Et il me demandait à ce que je parte aussi avec son fils. Et il dit, mais attends, mais n'exagère pas. Je pars avec les 3 enfants que j'ai portés dans mon ventre, mais ton fils, il reste avec toi, tu t'en occupes. Parce que là, ça devient un débarras. Tu t'en occupes. Donc, je suis partie avec mes enfants. Ta première fille, elle a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, elle a 17 ans. Elle est fière de toi? Oui, très fière de moi. Qu'est-ce qu'elle te dit elle te donne souvent comme compliment? Comment j'ai commencé à savoir que ma fille était fière de moi? C'est lorsque elle était à l'internat avec ses amis. Quand j'allais la voir, elle dit oui, c'est ma mère, c'est Lolo Beauté, c'est ma mère, vous voyez. Donc les amis avaient l'habitude de dire, mais ta maman, elle est vulgaire. Elle dit, mais de cette vulgarité, elle arrive à s'occuper de nous. À la maison, elle n'est pas vulgaire. Elle fait son show sur Internet, mais à la maison, c'est une autre personne. Avec cette vulgarité que vous trouvez, aujourd'hui, nous, on a un confort. Et c'est le plus important. Justement, au final, pour toi, tout se résume à l'argent, en fait. Pas forcément au bien-être aussi de l'enfant, parce que tout ne se résume pas à l'argent, mais aujourd'hui, je me dis, le nez principal du monde où nous vivons, c'est l'argent. Parce que sans l'argent, on ne peut rien faire. Je te reviens un peu, sans l'argent aussi, je ne serais pas là pour faire cette émission, parce que c'est l'argent qui paye le billet. Ah oui, c'est l'argent qui a payé le billet aussi pour que je sois là, juste pour te taquiner. En tout cas, tu as vu m'arracher un fourri, c'est clair. Mais ce que je te dis, parce que cette petite a grandi dans quelle valeur? Si aujourd'hui elle doit dire oui, moi je suis à l'aise, mais non, en fait, c'est une manière de se défendre. Ok. Voilà, elle nous inculque le travail, parce que mes enfants, ça va. Côté études, ça va. Voilà, je ne m'amuse pas avec. Parce que je me dis, je suis mère célibataire, donc j'ai le droit et le devoir d'être le père et la mère. Vous ne verrez pas mes enfants sur Internet. Si j'avais mal éduqué mes enfants, je pense que sur Internet, ça se saura même un peu. Mais on ne connaît pas mes enfants. On dit très souvent qu'on est le fruit de nos épreuves et de nos expériences. Tu as eu une enfance difficile, tu en parles très souvent. Oui. Vous avez grandi dans quel quartier? Quelles sont les épreuves que vous avez dû vivre qui, toi, t'ont amené aujourd'hui à te dire une seule chose, l'argent pour l'argent? Non, pas forcément l'argent pour l'argent, c'est une bonne éducation, vivre mieux, oui, se donner les moyens de être à l'abri des besoins. Oui, c'est ça. Je suis d'accord avec ça, ce principe. Mais je veux dire, forcément, ce sont les choses qui nous conditionnent. Oui, c'est les circonstances. Et puis surtout, mon enfance a été difficile parce que je me dis... Vous avez grandi dans quel quartier? On a grandi à Bobo, d'abord sur Sojefia, ensuite à Oufoué-Boigny. Et notre père avait une dizaine de maisons. Donc, en ce temps, c'était quelqu'un de beaucoup aisé. Parce que mon papa même était ici en France, il a travaillé ici, il est reparti. Et je me dis, avec un père aisé, et tu te rends compte qu'à chaque Noël, on ne méritait pas un cadeau.